Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'innove avec vous une nouvelle série d'interviews, non pas avec des entrepreneurs ou des personnalités avec un fort impact sur le monde économique, mais aujourd'hui donc j'ai décidé d'innover en allant à la rencontre des candidats à la fonction suprême, celle de président de la République. La première personne à accepter de se prêter à ce jeu est Ramayad, et donc je vous dis à tout de suite pour ce premier rendez-vous avec Rama. Rama, bonjour. Bonjour. Rama vient de déclarer au mois d'avril dernier, donc le 21 avril exactement, sa candidature donc à l'élection présidentielle de 2017. On le rappelle, Rama a été personnalité politique préférée des Français. Est-ce que c'est ce qui vous a motivé justement à vous lancer dans cette échéance ou il y avait d'autres... Ce qui m'a motivé, c'est le sens des responsabilités. C'est-à-dire que cette élection de 2017 ne sera pas comme les autres. Nous sommes arrivés à un point de déliquescence de notre démocratie, de fracture identitaire très profonde, de déclassement de la France sur la scène internationale. Et je pense que ceux qui ont été à l'origine d'un tel bilan ne peuvent pas faire partie de la solution. Et à partir de là, il me semble important que le relais soit passé à d'autres responsables politiques qui portent une nouvelle ambition pour la France. Où il s'agirait de rendre le pouvoir aux Français et à la France aussi, réconcilier les Français entre eux et avec le monde. Alors en parlant de réconcilier les Français, on a beaucoup opposé d'un côté les entrepreneurs, on se rappelle du mouvement des pigeons, où il y avait 75 000 entrepreneurs qui avaient rejoint le mouvement en quelques jours sur la toile par rapport au droit de cession des entreprises et tout ce qui était imposition de manière générale. Comment est-ce que vous voyez les choses par rapport à ça, par rapport aux entrepreneurs? Est-ce que vous avez parmi vos 250 propositions que vous avez dans votre programme, je rappelle que vous avez créé un nouveau mouvement qui s'appelle La France qui ose. On connaît le caractère, je dirais, fonceur, dynamique des entrepreneurs. Est-ce que dans vos 250 propositions, il y a des choses qui sont prévues pour les entrepreneurs qui nous regardent, par exemple? Bien sûr. D'abord, les entrepreneurs font partie de la France qui ose. Quand on est entrepreneur, on est nécessairement optimiste, créatif. On n'est pas décliniste, on n'est pas pessimiste. Et on contribue à la richesse nationale, on contribue à l'optimisme d'un pays. Donc les entrepreneurs sont une partie de la population que je considère prioritaire dans cette campagne présidentielle et donc dans le projet de société que je porte. Effectivement, sur les 250 propositions de ce projet de société, eh bien, il y en a plus d'une cinquantaine qui concernent les créateurs d'entreprises, les entrepreneurs. La France est le pays d'Europe qui crée le plus d'entreprises. On explique souvent qu'il faut clouer au pilori les patrons. Eh bien, la France est quand même le pays qui crée le plus d'entreprises en Europe. Le problème, c'est que ces entreprises-là ne durent pas longtemps et ne créent pas assez d'emplois, contrairement aux entreprises anglaises ou par exemple allemandes. Et tout l'enjeu, c'est justement de repérer, mais ce diagnostic a été fait depuis déjà 30 ans, on ne va pas y revenir, ce qui empêche les entreprises de durer et de créer des emplois. On le sait, la pression fiscale, les normes administratives, l'endettement, l'inaccès aux sources de financement, les commandes évidemment qui manquent par déficit de croissance, etc. Donc aujourd'hui, il faut agir radicalement. Il faut absolument tourner la page d'une relation à l'économie qui est archaïque en France. Un créateur d'entreprise, vous savez, c'est pas un méchant patron, c'est vous, c'est moi. Moi, j'ai créé mon entreprise il y a 3 ans. J'étais à la base, mon métier, c'est d'être administrateur du Sénat. Donc vous imaginez le choc culturel que ça a été. Assez éloigné, effectivement, des réalités de mon entreprise. Quand je travaillais, je recevais un bulletin de paie à la fin du mois et puis je déclarais l'impôt sur le revenu. C'était terminé. Là, créer une entreprise en France, c'est difficile. Alors, le statut d'auto-entrepreneur a beaucoup aidé pour permettre d'entrer dans ce système-là et ça a eu beaucoup de succès, c'était très bien. Mais après, une fois que vous allez au-delà de ça et que vous créez votre SARL, que vous allez faire vos déclarations diverses et variées, que tout d'un coup, vous vous retrouvez avec une trentaine d'interlocuteurs, du RSI au CIPAV, en passant par les URSSAF,
puis il y a la TVA, puis il y a l'Europe qui sait où vous habitez, alors que d'habitude, vous pensez que l'Europe était tellement éloignée. Vous avez toutes ces contributions bureau, même quand vous n'avez pas de bureau. Bref, les erreurs de saisie, etc., les huissiers, enfin, c'est un monde, mais il faut être un héros aujourd'hui pour être un entrepreneur. Et donc, la pression fiscale, elle se mesure au fait que, moi, ce qui me concerne, mon comptable, mon expert comptable, donc j'ai compris que je devais prendre un expert comptable, même si j'avais zéro de recettes et de dépenses. Tout à fait, oui. Ce qui coûte aussi, et derrière, qu'il fallait que 62% de ce que je pouvais gagner, ça va être imposé. Ça va être de l'impôt, en fait, que je dois reverser. Donc, vous imaginez ceux qui ont des salariés, qui ont des locaux, quel enfer ça doit être. Mais qu'ont fait les entreprises, les entrepreneurs, les créateurs pour mériter une telle punition? Ça ne peut pas durer. Et donc, effectivement, j'en ai fait une priorité, aussi bien pour opposer très clairement, effectivement, l'économie, qui n'est plus une économie pour moi spéculative. Pensez au shadow banking, c'est 10 000 milliards, c'est 10 fois plus que toute l'économie mondiale réunie, qui fait les belles heures des traders de l'ombre. Et à côté de ça, une économie réelle qui est privée de sources de financement. Les entreprises en France ont besoin de 60 milliards de financement par an. Vous vous rendez compte, par rapport à ces sommes que je viens de citer, qu'est-ce que ça peut représenter? On voit aussi que sur tous les types d'impositions, que ce soit l'impôt sur les sociétés, que ce soit les impôts sur l'imposition sur la production, que ce soit le RSI, je veux dire, les entreprises sont taxées partout. Donc moi, mes propositions, vous voyez, je les ai là, elles constituent des pages importantes de mon projet. Ça commence par la TVA, classique, il faut remplacer par une TVA, pour moi, qui doit être sociale, environnementale, et pour remplacer la TVA classique, parce que on passerait du coup d'une charge sur les entreprises à une charge sur les ménages. Je propose aussi que pour favoriser l'embauche, on crée un dispositif zéro charge pour la première embauche, pour faciliter justement ces créations d'entreprises, ce qui permettra de doubler le nombre de créations d'entreprises. Baisser l'impôt sur les sociétés, qui aujourd'hui est à 28%, d'arriver, de se rapprocher du niveau européen qui est à 22%. Je propose évidemment qu'on supprime le RSI et qu'on accorde la liberté d'affiliation aux indépendants. Et en matière de fiscalité du capital, c'est important pour les entreprises la fiscalité du capital. Hein. C'est tout ce qui est patrimoine, épargne des ménages. On croit que ça n'a rien à voir avec l'entreprise, mais si, parce que cet argent-là, elle ne dort pas n'importe où. Et quand elle dort, elle est affectée à certaines activités. Aujourd'hui, c'est affecté surtout au logement social. On pourrait l'affecter au financement des entreprises, par exemple. Donc voilà, nous avons ainsi plusieurs mesures qui permettraient effectivement d'alléger la pression fiscale sur les entreprises et notamment les créateurs d'entreprises. Et en même temps, on pourrait aussi se battre pour redonner des perspectives, c'est-à-dire de croissance. Plutôt que de s'accrocher aux vieilles lunes, c'est-à-dire à des vieilles industries qu'on fait croire aux Français qu'on essaie de les sauver, alors que ce n'est pas vrai, eh bien on devrait s'appuyer sur de nouveaux emplois, voilà, qui existent, des vrais gisements d'emplois. Alors Barack Obama, justement, avait déclaré il y a quelque temps aucun programme gouvernemental ne peut remplacer un chef d'entreprise. Il avait déclaré lorsqu'il avait nommé comme secrétaire d'État une femme d'affaires, justement pour lui donner les clés pour pouvoir faire partie de son équipe rapprochée, parce qu'il pensait qu'effectivement... alors, par rapport à ça, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous êtes sensible à cela? Est-ce que vous seriez prêt à ouvrir votre équipe à des gens dits issus de la société civile? Parce que c'est beaucoup décrié, en même temps c'est un peu à la mode également. Quel est votre avis là-dessus? Mon équipe n'est constituée que de personnalités issues de la société civile, puisque moi je suis en rupture de banc avec le système politique, donc je je n'y suis rattaché par aucun mandat actuellement, par aucune étiquette politique. Mais ça ne veut pas dire que je veux me complaire dans une forme de marginalité, au contraire. Je veux dépasser le système actuel pour en installer un autre qui soit fondé sur cette France qui ose, et dans cette France qui ose, c'est évidemment la société civile. On a parlé tout à l'heure des entrepreneurs. Je suis soutenu par le Parti libéral-démocrate, qui est le seul parti en France qui porte la voix des entrepreneurs d'une manière quasi philosophique en France, mais de manière aussi très concrète, et d'autres formations qui ne sont constituées effectivement que de personnalités issues de la société civile, de chefs d'entreprise, mais aussi d'enseignants,
d'étudiants, de mères au foyer, de femmes actives, d'agriculteurs, d'ingénieurs. Nous sommes à l'image de la société. Et donc, le nouveau système auquel j'aspire pour notre pays, c'est qu'on arrive finalement à une société de la coopération où les missions, où l'État échoue lamentablement. Je veux dire, le bilan du ministère de l'Éducation nationale est accablant. 20% des jeunes entrent en 6e sans savoir lire ni écrire. À côté de ça, on a des associations qui, en un an, parviennent à faire lire les enfants de CP en une seule année. Voilà, 80% des enfants dont ils ont la charge. Placement des chômeurs. Pôle emploi, c'est 53 000 salariés, 5 milliards de budget, pour 3,8% de chômeurs placés. À côté de ça, vous avez une start-up qui arrive à placer 30 000 chômeurs en moins de 2 ans et fait un chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros. Voilà des domaines où l'État échoue lamentablement depuis des décennies et on continue à lui confier de l'argent public comme si c'était un puits sans fond. C'est une véritable gabegie financière et en même temps une détresse pour les personnes qui sont prises en charge. Et de fait, je crois qu'une société de la coopération doit se fonder sur une forme de décentralisation citoyenne. On confierait ces missions de l'État à ses entrepreneurs, start-up, fondations, familles, associations. Parce qu'on a aussi une dynamique associative très forte en France. Nous avons 1 million d'associations en France. J'ai pu le voir quand j'étais au ministère des Sports, qui est le premier mouvement associatif français. Les Français ont dans le sens de l'engagement, de l'efficacité, même avec des bouts de ficelle, qui à mon avis, permettrait à l'État d'en apprendre beaucoup. Donc l'idée, c'est de passer comme ça d'un État-providence à une société-providence, à marier responsabilité et liberté. Prouver finalement que le service public peut aussi être rendu par des acteurs du privé.